Alors, pour l'instant, moi, je n'ai vu aucune trace de gestion du pouvoir de ce phénomène. Manifestement, c'est vraiment un phénomène spontané qui donc est malgré tout assez structuré, mais décentralisé en même temps. Alors, le fait qu'il y ait un phénomène de convergence malgré tout peut donner l'impression que c'est organisé de manière centralisée, mais je veux dire, moi j'attends les preuves. Il y a des modes d'organisation qui sont décentralisés. En biologie, on appelle ça de la stigmergie. C'est en fait des modes d'organisation indirects. Je renvoie les gens en fait à regarder sur Google, taper le terme stigmergie. Et c'est ce qui permet, enfin c'est proche de la notion d'intelligence collective. C'est ce qui permet par exemple aux fourmis ou en fait aux insectes, enfin, aux animaux grégaires de s'organiser un peu à la manière d'un essaim, ou aux oiseaux aussi, donc de se déplacer dans l'espace de manière relativement unifiée, mais avec une forme, je dirais, variable, de façon un peu protéiforme. Bon, là on a affaire à un phénomène de type organisation en essaim. Ça a été aussi théorisé par les stratèges militaires américains notamment, justement pour aussi organiser des révolutions colorées. Mais c'est pas parce que l'outil a été utilisé pour des révolutions colorées, donc des phénomènes non spontanés, que la réalité en elle-même n'existe que dans le cadre de la révolution colorée. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour lancer une révolution colorée, vous utilisez les principes de la stigmergie, mais les principes de la stigmergie, c'est-à-dire de l'organisation décentralisée, existent en dehors d'une révolution colorée. Ils existent dans la nature, de toute façon. Je pense que, bon, moi j'attends les preuves. Concernant les phénomènes de type révolution colorée, comme en Ukraine ou dans les pays arabes, à un moment ou un autre, les preuves sortent, voire même les aveux. Quand effectivement les George Soros ou Victoria Nuland disent oui, ma fondation a joué un rôle dans les événements actuels, ou ça pour George Soros, ou Victoria Nuland du département d'État américain qui dit oui, nous avons investi 5 milliards de dollars en Ukraine pour y soutenir la démocratie, sous-entendu pour y soutenir les mouvements de type révolution colorée. Bon, bah là, ce sont des aveux. Je veux dire, il n'y a même pas plus besoin. Là, c'est au-delà de c'est au-delà de la preuve. Et puis les preuves, quand on les cherche, on les trouve. Là, pour l'instant, il n'y a rien de tel concernant les gilets jaunes. Alors l'issue, à mon avis, ça va se pérenniser dans le temps. Ça va devenir comme une espèce de mouvement de mode. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut que ça devienne, puisque, en quelque sorte, la possibilité du putsch rapide et violent est déjà dépassée, je pense. Je pense que c'était soit samedi dernier, soit le samedi d'avant. Il y a quand même manifestement des tendances. On va voir ce qui va se passer avec la déclaration de Macron, là, qui doit être en ce moment d'ailleurs. Là, je lui fais concurrence un peu. Mais bon, la concurrence du pauvre, quoi. Puisque je parle à 8h10, là, quand je vois l'horloge. Bref, alors, évidemment, il va essayer de diviser le mouvement. Il y aura probablement au moins 10% des gilets jaunes qui vont dire oui, bon, ça nous va. Donc, on arrête. Voilà. De toute façon, c'est la stratégie appliquée, sachant que en fait, ce qu'il va promettre aujourd'hui, de toute façon, sera appliqué dans un an ou en fin de mandat, quand il n'y aura plus rien à perdre. Puisque là, de toute façon, il est clair qu'il ne fera pas de mandat, mais en revanche, il peut le terminer. Et donc, dans la quatrième année, enfin dans la dernière année, il peut très bien revenir sur un certain nombre de choses qui auront été donc laissées de côté pour l'instant et qui seront par contre effectivement appliquées dans la dernière année du mandat présidentiel. Parfois il y a aussi une technique juridique qui permet de découper et de faire passer dans plusieurs lois des éléments qui au départ étaient unifiés dans une seule loi. Donc ça permet de faire passer furtivement ce qui était inacceptable parce que visible.
Et là, d'un seul coup, comme c'est découpé en morceaux, morcelé, ça devient invisible en fait. Ce n'est plus visible par l'opinion publique. Donc c'est ce genre de technique, de technologie politique va être appliquée. Il faut compter aussi sur donc la fatigue, le découragement. Mais bon, quand on a affaire à des gens effectivement qui n'ont plus rien à perdre, en fait, il n'y a plus de découragement puisque de fait, il n'y a plus rien à perdre. Donc autant aller jusqu'au bout pour un certain nombre des gilets jaunes qui vont continuer, c'est évident. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est... Alors, il y a quelques années, j'avais proposé le concept de révolution lente. Je pense que c'est sur cette piste-là qu'il faut aller. C'est-à-dire, effectivement, maintenir un objectif révolutionnaire, c'est-à-dire un changement de régime, qui soit pas forcément... Enfin, il ne s'agit pas forcément d'abolir la République. Enfin, je veux dire, bon, il faut être modeste aussi, Alors certes, on peut effectivement se dire, voilà, il va falloir rétablir le roi et l'Église, mais bon, ça c'est le projet maximaliste. Et puis bon, il y a d'autres plans, il y a plan B, plan C, plan D, voilà. Donc voilà, donc... et ça peut être... après, il y a des revendications, je dirais, moins ambitieuses, qui peuvent être malgré tout réalisées, mais sur le long terme. Mais avec une optique effectivement révolutionnaire au sens où il va falloir vraiment changer les choses de fond en comble, mais étalée. Donc pour ça je parle de révolution lente. J'ai repris ça. En fait, l'intuition de cette notion, de cette idée m'a été fournie par la notion de transformation silencieuse dans le taoïsme. Voilà. Donc c'est en fait en gros des transformations infinitésimales qui s'additionnent, et à un moment il y a des effets il y a des seuils, donc des effets de bascule, malgré tout. Parce que bon, la révolution c'est toujours quand il y a effectivement un avant et un après. Bon là l'idée de révolution lente c'est qu'on ne perçoive pas véritablement l'avant et l'après, mais malgré tout, quand on compare à plusieurs années de distance, on voit une différence. Le pouvoir lui-même utilise ça, il compte là-dessus pour modifier les mentalités, c'est de l'ingénierie sociale. Oui, mais là c'est trop grave, c'est trop profond. Oui, non, mais... La France est en insurrection. La France est en insurrection, c'est trop violent cette fois-ci. La chose lente, ce n'est pas possible actuellement. C'est trop violent. Trop violent, ça ne peut que s'accentuer. Oui, mais je trouve que c'est... malheureusement. Non, mais probable, peut-être, je ne sais pas. Mais je trouve que là, le niveau d'insurrection n'est pas encore assez élevé. Oui, c'est pour ça. Mais vous voyez pas, en banlieue, les malaises, tous les corps socio-professionnels sont en grave malaise. Oui. C'est l'insurrection qui arrive, jusqu'à la guerre civile. On a les prophéties là-dessus, c'est un autre sujet, on parle pas. Mais on y va en premier, c'est obligé. C'est obligé qu'on y aille. Malheureusement, ça va être ça. On va poursuivre. Ça va être ça. Vous parlez d'un après. Quel après peut-il y avoir s'il y a lieu la signature du pacte mondial la signature pour en sortir. Apparemment, disent que c'est... voudrait mieux ne pas y rentrer. D'accord, mais bon, tout ce qui a été signé peut être contre-signé. Enfin, je veux dire, en fait, tout ce qui est fait de main d'homme peut être défait. Je veux dire, en fait, c'est comme le mariage homo, entre guillemets. En fait, bon, on peut l'abolir. Je veux dire. Enfin, s'il a été vraiment voté, d'ailleurs. Parce que, bon, du fait qu'il y a eu des fraudes électorales pendant le processus de vote, en réalité, il n'est pas voté. Mais bon, et concernant le pacte sur les migrations, bon, ben voilà. Mondial, le pacte mondial oui, je sais, oui. Qui doit être signé cette semaine. C'est fait. Enfin, en fait, il n'a pas été signé là techniquement. Je ne sais plus. Il y a plusieurs. Enfin, c'est une procédure juridique en plusieurs parties. Il va être vraiment signé définitivement un peu plus tard, là, le 15. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, le 17, voilà. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Mais bon, là, il y a des pays qui ont dit nous, on se retire de ça. Voilà. Mais il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Il n'y a que la France et l'Allemagne. En Europe de l'Ouest. Tous les autres pays. On doit continuer. Les autres pays, non. Les autres pays refusent. Ouais, enfin, il y a, je sais pas, une vingtaine de pays, je crois, enfin une quinzaine de pays qui soit refusent, soit effectivement disent on va négocier, ça voilà, en tout. Bon, mais on s'en fiche. Enfin, je veux dire, ce qui a été signé par un représentant politique peut être annulé, aboli par le représentant politique d'après. C'est pas gênant. Rien n'est définitif dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, rien n'est définitif. On peut rentrer dans l'UE, on peut en ressortir. On en ressortira de toute façon, de la même manière que nous sortirons du pacte mondial sur l'immigration.
on en sortira. Parce que même si, enfin voilà, parce que c'est comme ça, voilà. C'est la gouvernance mondiale qui est derrière. C'est la gouvernance. Oui, bien sûr, oui. Oui, en fait, parce que, comment dire, le gilet jaune devient le symbole de la colère populaire. Donc en fait, il y a un potentiel d'extension mondiale. N'importe qui peut récupérer ça, parce qu'en plus, le symbole, enfin, c'est-à-dire, en fait, si on fait un peu de sémiotique, bon, le signifiant, c'est gilet jaune, le symbole, c'est l'objet, en fait, et puis après, il y a le signifié, c'est-à-dire la signification, tout le champ des connotations, et là, c'est effectivement la lutte contre l'injustice, enfin, c'est le nouveau symbole, finalement, de la lutte contre le capitalisme, ou contre les injustices, ou contre le... Voilà. Donc, en fait, c'est un potentiel mondial. D'ailleurs, en fait, je crois même qu'en Irak, maintenant aussi, il y a un mouvement gilet jaune. En Iran, oui, c'est possible, oui. Et enfin, alors là, en Iran, il faut se poser la question là, si c'est pas effectivement manipulé par la CIA ou par le Mossad. Parce que, je veux dire, là, c'est vraiment l'Iran, c'est un point de focalisation du mondialisme. Enfin, je veux dire, qui est bon, quand même plutôt anti-iranien. Oui, mais après, ils sont plutôt quand même, ils sont anti-sionistes et anti-américains, quand même. Oui, non, mais c'est pour ça, parce qu'il y a déjà eu des tentatives de révolution colorée en Iran. Voilà, et bon, là, on peut se demander dans quelle mesure, effectivement, comment dire, le Mossad, enfin, Israël, va pas se dire, ah bah tiens, on va récupérer les gilets jaunes pour semer la pagaille en Iran. Ça, il y a des risques, évidemment, de récupération de ce point de vue-là. Mais en dehors de ça, je vois pas comment c'est récupérable. Comment dire, en France ou en Europe de l'Ouest, parce que bon, c'est quelque part, enfin, je veux dire, c'est trop vague en quelque sorte. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de faire. Enfin, quand on regarde les revendications là, dans les révolutions colorées, c'est toujours dirigé contre, par exemple, contre Poutine, ou, enfin, en général, c'est toujours ça en fait, ou contre comment dire ça. Enfin, en fait, c'est des objectifs. Comment dire, qui sont on sent l'arnaque derrière. Il y a toujours, par exemple, là, le dernier mouvement de ce type-là qu'on a eu en France, c'était Nuit debout. Bon, bah, qu'est-ce qu'on avait en première ligne? On avait les véganes, les végétariens, les femmes battues, les LGBT. Enfin, bon, enfin, voilà, c'est bon. Je dis pas qu'il n'y a pas de femmes battues, mais bon, personnellement, j'en ai jamais vu. Mais je veux dire, le truc, c'est que c'est pas. Enfin, d'abord, améliorons le quotidien et il y aura certainement moins de femmes battues dans la mesure où le quotidien s'améliorera, quoi. Mais donc, quand les revendications sont sérieuses, bon, bah voilà, on a. Enfin, en fait, ce mouvement des Gilets jaunes exprime des revendications sérieuses. C'est-à-dire qu'ils ne partent pas sur des lobbies, sur des niches sociologiques extrêmement limitées, comme les végétariens ou les végétaliens, qui refusent même le fromage ou le yaourt, l'antispécisme et effectivement les transsexuels. Bon, tout ça, ça concerne 0,001% de la population. Quand on met ça en avant, et qu'en plus, derrière, il va falloir attaquer la Russie, parce qu'en général, à la fin, ça se finit comme ça, ou l'Iran. Bon, là, on voit exactement à qui on a affaire. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de géopolitique. On s'en fout de la Russie, on s'en fout de l'Iran. C'est un mouvement qui est centré sur le quotidien, sur les conditions de vie physiques. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être récupéré, puisque on parle de choses, enfin, quand je disais générales, mais aussi triviales. C'est les conditions de vie physiques. On ne parle pas vraiment d'autre chose. Et en fait, la question du pacte mondial sur les migrations a été traitée aussi par les Gilets jaunes. Mais là, c'est pour des raisons aussi d'anxiété concernant l'insécurité que ça va faire monter, c'est certain. Donc en fait, c'est des revendications sur les conditions de vie physique matérielles, bassement matérielles peut-être, mais c'est en ce sens qu'il n'y a pas de géopolitique. Il n'y a pas d'ennemi, géopolitique désigné, donc ça ne peut pas être récupéré effectivement par Israël ou par les États-Unis ou par les Britanniques. C'est trop simple pour être récupéré, et récupérable. C'est trop simple, c'est trop trivial. Et c'est en ce sens que ça a de l'avenir forcément, puisque bon, les conditions de vie matérielles ne cessent de se dégrader en Europe occidentale, enfin dans le monde occidental.
Effectivement, alors bon, ce message-là a été envoyé aux États-Unis et c'est passé par l'oreille de Trump, qui a bien compris qu'il fait effectivement les États-Unis étaient au bord de la guerre civile dans la mesure où les conditions de vie matérielles des Américains ne cessaient de se dégrader. Trump a gagné, non pas pour des questions raciales, bien que la question raciale ait à faire avec la question sociale, hein, les ghettos ethniques, etc. Bon, ça a directement à voir avec aussi la question socio-économique. Mais Trump a gagné parce que les États-Unis étaient en voie de clochardisation. Voilà, essentiellement. Et c'est ce qui nous attend aussi. Nous sommes en voie de clochardisation. Donc, soit la plainte, hein, l'angoisse a un débouché dans les urnes, soit elle a un débouché violent. Dans les urnes, c'est-à-dire dans le champ institutionnel. Soit, en fait, les institutions, c'est comme un tamis, quoi. Enfin, et puis ça permet de rationaliser, ça permet de canaliser. Bon, manifestement, les partis sont trop décrédibilisés pour devenir le réceptacle de cette souffrance populaire. Donc, ça va péter, forcément. Maintenant, bon, comme c'est pas encore assez avancé, comme c'est pas encore assez dégradé, ça n'a pas, les gens ne se sont pas jetés sur les CRS. Il y a encore une espèce de distance, une espèce d'anxiété. Enfin bon, là on a vu effectivement malgré tout des manifestants qui attaquaient, mais ça peut aller plus loin. Mais il va falloir aussi une meilleure organisation, il va falloir des boucliers, il va falloir des armes contondantes, un peu plus, et puis surtout il va falloir pouvoir les faire passer, puisque là il y avait des barrages et des fouilles systématiques à l'entrée de Paris, aux entrées de Paris. Ce qui peut peut-être freiner, si vous voulez, c'est que dans mes informations, il y a, disons, une fraternisation beaucoup en province entre la gendarmerie, la police et les gilets jaunes. Oui. Beaucoup. Et même, ça s'est passé dans Paris. Il y a une grande fraternisation. Et là, c'est grand pour le gouvernement, ça. De toute façon, dans 15 jours, 3 semaines, un mois maximum, il est obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ce qui va le sauver, comme De Gaulle en mai 68. Faut qu'il dissoudre. Obligé. Et en fait, non, mais ça, effectivement, alors ça, c'est un paramètre qu'il ne faut surtout pas oublier, effectivement, j'étais en train de l'oublier, c'est que... Non, mais tout à fait, ouais. Et ça, c'est ce que, précisément, le pouvoir veut éviter. C'est comme les fraternisations en 14-18, entre d'une tranchée à l'autre, voilà. Alors ça, non, il faut que les Allemands et les Français continuent à se foutre sur la gueule, parce que ça intéresse la City, ça intéresse Wall Street, et voilà. Donc là, effectivement, les convergences horizontales, hein, donc, doivent être absolument évitées. Il faut trianguler les conflits, effectivement. Il y a de la misère de chaque côté. Oui, voilà. Voilà, il se retrouve. Et ça, c'est, merci de me lancer là-dessus. Effectivement, c'est essentiel. Donc, il faut que cette fraternisation continue, hein, évidemment. Oui, voilà, oui. Et ça permet. Alors là, effectivement, enfin, rien n'est sûr. Hein, de toute façon, bon, ce que je dis là, c'est que, mais à un moment ou un autre, de toute façon, il va falloir en passer, en fait, par un processus institutionnel. De toute façon. Voilà. Après n'importe quel putsch, il y a des élections, de toute façon, histoire de légitimer le résultat du putsch. Parce que là, c'est trop grave, c'est en profondeur. C'est beaucoup d'artisans. Vous savez qu'en majorité, c'est des artisans. Des indépendants artisans, puisque les syndicats sont nuls et non venus, ils ont été dépassés. Donc c'est général dans toutes les professions, cette révolte. Les syndicats ont même travaillé. Ah ben oui, ils prennent le train là. Bon, c'est sûr, ils sont dépassés. Ouais. Alors, je parlais de ça hier là, avec un ami qui me disait, mais en fait, il ne faut pas attaquer Macron. Ce qu'il faut, c'est exaspérer les sponsors, les patrons, les parrains de Macron. Et c'est comme ça qu'ils vont lui dire de partir. Alors, et pour ça, pour lui, sa stratégie, c'est de continuer à casser, notamment sur les Champs-Élysées, parce que ça emmerde le Qatar, ça emmerde toute la bourgeoisie cosmopolite qui s'est emparée justement des beaux quartiers. Et il y a évidemment les hôtels, là sont en déficit complet. Le tourisme, ça va se casser la figure. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est aggraver la guerre économique. Hein, en France, il faut que la situation soit catastrophique. Donc il faut rajouter du chaos dans le chaos, parce que il y a le chaos contrôlé du pouvoir. Hein, mais là, en quelque sorte, c'est du chaos qui vient, en quelque sorte, affronter le chaos contrôlé. C'est du chaos non contrôlé pour le pouvoir. Oui, et en fait, moins par moins, ça fait plus. Oui, vous avez raison, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, j'ai un ami, moi, je le connais, Michael
qui, disons, a photographié, lui, sorti, disons, des cars policiers, des casseurs avec des barres de fer. Comme si, disons, il y avait un programme fait de ce côté-là, il faut casser sur instruction. Et après, on intervient. Tout est manipulé. Mais là, je pense que, en l'occurrence, là, il faut casser, mais dans un cadre, dans un périmètre. Là, en fait, moi, ce qui m'a donné le sentiment que... Enfin, ce qui m'a apporté la preuve, pour ainsi dire, que c'était pas contrôlé pour l'ensemble, et que c'était vraiment spontané, c'est quand, le 24 novembre, le parcours de la manifestation n'a pas été respecté. C'est-à-dire que la préfecture de police avait dit, bon, vous n'irez pas sur les Champs-Élysées, et les Gilets jaunes ont dit, on s'en fout, on va où on veut. Et là, bon, d'un seul coup, bon, j'ai un peu de parcours, enfin un peu de vécu syndical. Toutes ces manifs auxquelles j'ai participé pendant des années entre République et Bastille et Nation, au bout d'un moment, on se rend compte que ça sert absolument à rien parce que nous n'approchons pas physiquement du pouvoir. Donc ils ne se sentent pas en danger. Sur les Champs-Élysées, on s'approche physiquement du pouvoir. On s'approche donc de l'Élysée, évidemment, mais aussi de quelques ambassades. Ambassade des États-Unis, ambassade de Grande-Bretagne, ambassade d'Israël. On s'approche aussi de l'Assemblée nationale. On s'approche de la Banque Rothschild aussi, qui est juste à côté, qui est rue du Faubourg Saint-Honoré. Et puis, bon, le Crillon, là, qui est le lieu du rassemblement du siècle, enfin du lobby, là, le siècle. Donc, en fait, quand on s'approche physiquement du pouvoir, il commence à paniquer. Et là, on sait que effectivement, c'est pas contrôlé, enfin que c'est un mouvement spontané, parce que le pouvoir, quand même, bon, il est certes masochiste ou autodestructeur, mais pas à ce point-là. Donc, il va pas effectivement aider des gens susceptibles de le tuer physiquement à s'approcher de lui. Le Belgique, il y a 2 avions et la Coublay, ils sont en attente, ils ont été perquisitionnés en cas de crise, comme de Gaulle. Oui, ouais. Mais si tel est le cas, effectivement, c'est bien la preuve qu'effectivement Macron a peur et que effectivement ce mouvement est spontané et n'est pas sous contrôle. Donc, ouais. Voilà, donc bon, en fait, il faut quand on essaye de faire un peu comme ça de la guerre culturelle ou de la guerre de la guérilla, en fait, bon, il faut toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C. Enfin bon, voilà, c'est le principe de stratégie de base, de stratégie et de tactique. Donc en fait, bon, le plan A, c'est-à-dire le coup d'État rapide et violent. Bon, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu, ça va être difficile. Le plan B, c'est un mouvement qui se pérennise, qui dure, enfin ce que j'appelle une révolution lente, et qui peut devenir un vrai mouvement de mode, qui peut devenir vraiment la toile de fond de nos vies, et qui peut même s'universaliser. Ça peut devenir un mouvement mondial. Et avec vraiment, là, effectivement, une capacité de peser sur l'exercice de pouvoir, un peu comme un lobby. Vous voyez, c'est un peu ce que la Manif pour tous voulait faire. Bon, voilà. Et puis, alors, donc ça, c'est le plan B. Et puis bon, on peut envisager un plan C, etc. Quelque chose qui serait bien, oui, aussi, ce serait que les 2 millions de gens qui étaient sur les Champs-Élysées à l'occasion d'une manif pour tous reviennent samedi prochain. Ça, c'est un message que je lance à Ludovine de la Rochère. Ce serait bien. Oui, d'accord, mais bon, c'est un jour, il faut surmonter sa peur, et puis voilà, ce serait effectivement là, ce serait des sacrés renforts, ce serait comment dire, un peu comme la cavalerie, quoi, voilà, qui viendrait effectivement, parce que bon, là, par contre, là, on peut prendre l'Élysée, là. Si on est 2 millions sur les Champs-Élysées, là, on peut, avec 2 millions sur les Champs-Élysées, avec la détermination des Gilets jaunes. Parce que effectivement, les 2 millions de gens qui ont manifesté sur les Champs-Élysées pour la manif pour tous n'avaient pas la détermination des Gilets jaunes. Enfin, j'y étais. Voilà. Je faisais partie des 3-4 gugus qui ont essayé de monter une barricade là, ce jour-là. Bon, ça n'a pas marché du tout. Les gens n'étaient pas là pour ça. Mais là, en fait, le nombre plus la détermination, là, par contre, le plan A redevient d'actualité. C'est-à-dire, en fait, rentrer dans l'Élysée, en fraternisant évidemment avec les forces de l'ordre qui baissent leur casque et qui nous laissent entrer. Et puis bon, bah voilà, là on dépose Macron et ça devient vraiment un mouvement intéressant, enfin important en tout cas.